Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux aussitôt dans la matinée. C'est assez impressionnant, comme disait Marine, mais on démarre, on est juste à l'heure, on a le temps, mais tant mieux si on a le temps. L'amphithéâtre est plein, c'est impressionnant. J'ai appris aussi qu'il y avait pas mal de médecins, je crois que c'est la première année où il y a autant de médecins, des infirmières. Ça ne veut pas dire que je néglige les autres, hein. Ça veut dire qu'on a du mal à déplacer les médecins et que ça fait plaisir de voir justement le caractère pluriprofessionnel. Un peu plus fort. Ah. Ou un peu plus près du micro. Alors je vais être statique. Alors je vais essayer comme ça, parce qu'autrement, ah, mais voilà, c'est une question de micro, c'est pas une question de voix. D'accord. Bon, donc nous allons parler émotion. Notre vie est émotion. J'ai un petit peu changé le titre. Comment nos émotions nous font-elles manger et le poids des larmes. Notre vie, la vie humaine, est une vie d'émotion. Toute interaction avec notre environnement, par un sens, quel qu'il soit, par l'un de nos 5 sens, déclenche des réactions dans notre organisme. Et cette réaction, un rythme cardiaque qui change, la respiration qui change, la taille des pupilles, est une réaction du corps à l'environnement. Chaque fois que vous avez une interaction avec l'environnement, votre corps réagit. Et si votre corps réagit, il y a un autre topo. Si votre corps réagit, c'est que dans votre corps, il y a des sécrétions hormonales, des neurotransmetteurs qui sont sécrétés, qui vont vous informer sur ce qui se passe dans l'environnement, et votre corps, votre être, ne reste pas passif face à ces modifications de l'environnement. L'être humain, dans sa réaction émotionnelle, quand il arrive à l'acmé, au paroxysme de sa réaction émotionnelle, il libère des larmes. L'être humain est la seule espèce à libérer des larmes. Il n'y a pas d'autre espèce qui pleure. Et il y a donc certainement un rôle dans l'évolution qui est extrêmement important à ces larmes. Il y a des larmes de tristesse, bien sûr, mais il y a aussi des larmes de joie. Et dans les deux cas, c'est quand vous arrivez au maximum de l'émotion que ces larmes sont versées. Tout le monde pleure. Il y a un des deux sexes qui le montre un petit peu moins que l'autre, mais rassurez-vous, les deux sexes pleurent. Il y en a un qui le fait plutôt en cachette. Et oui, on dit au petit enfant, tu ne vas pas pleurer comme une fille. Donc ça le marque, hein, on a une éducation qui est genrée. Mais même les plus grands de ce monde pleurent. On a souvent vu Barack Obama pleurer, à quelques occasions, quand il a fait son discours après le fusillade dans une école. Mais aussi quand on le voit écouter Aretha Franklin à un concert, et quand il quitte la Maison-Blanche. Barack Obama, parmi les puissants du monde, est certainement celui qui a le moins masqué ses larmes, et c'est certainement un des leaders qui a le plus provoqué d'émotions dans les populations et chez les personnes qui l'ont regardé. Mais même les plus durs pleurent. Sur le visage de Poutine, vous verrez des larmes couler. Lui, vous essayerez de chercher sur Internet, vous le verrez tordre son visage, mais il ne laissera pas passer la larme et vous ne le verrez pas essuyer la larme. Les gens qui ne laissent pas couler de larmes sont des personnes qui me font personnellement peur. Vous réfrénez quelque chose de puissant en vous et vous allez être obligé de le sortir autrement. Et souvent, ce que l'on sort, c'est une agressivité. Donc, c'est extrêmement important. Alors, vous allez me dire, quel rapport, tout ça, quel rapport entre Trump, Poutine, Obama et notre alimentation. Donc, revenons un petit peu sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est la prise de poids et la gestion de l'excès de poids. Je lisais ce matin, avant de venir, une thèse à laquelle j'assiste cet après-midi, et toujours en 2016, en 2018, excusez-moi, oh là là, je suis un homme du passé. En 2018, on voit écrit, principale cause de la prise de poids, le déséquilibre de la balance énergétique. Déséquilibre de la balance énergétique. Décidément, j'ai un problème avec mon élocution. Mais là, je fais un peu chanteur. Là. Donc, le déséquilibre de la balance énergétique.
Et parmi toutes les personnes d'entre vous qui ont fait des études scientifiques ou dérivées des sciences, de la médecine, de la diététique, je pense que vous avez tous en tête cette équation que si on prend du poids, c'est qu'il y a plus d'énergie qui rentre que ce qu'il y a d'énergie qui sort, et que c'est ça qui conduit à la prise de poids. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça qui résonnent comme ça. On a tous en tête qu'il faut évoluer un petit peu et qu'il y a d'autres choses. Mais je pense que ceci reste très prégnant. Et de ceci en découlent nos prises en charge. Parce que dans la thèse que je lisais, je voyais aussi que l'étape numéro 1 de la prise en charge, c'était l'équilibre alimentaire et l'activité physique. Évidemment, si on réfléchit que la cause principale, c'est le trop d'énergie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire rentrer moins d'énergie et il faut en faire sortir plus. Donc, de cette équation, de cette réflexion, de ce mode de raisonnement, qui est le raisonnement scientifique habituel, en science, nous aimons les raisonnements qui sont les raisonnements simples. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué. J'oppose simple à complexe, et non pas simple, ne veut pas dire facile. Mais en science, nous décomposons l'organisme, nous le décomposons en organes, nous le décomposons en cellules, et nous essayons d'identifier l'anomalie qu'on va pouvoir retrouver au niveau cellulaire, au niveau de l'organe, pour pouvoir donner un traitement qui soit un traitement médicamenteux ou interventionnel qui va corriger l'anomalie retrouvée. C'est comme ça que nous sommes formés en médecine, et c'est comme ça que nous fonctionnons. Ça conduit à dire, si il faut rééquilibrer l'alimentation et augmenter l'activité physique, c'est une question de personnes et d'individus. Vous serez bien d'accord que je suis responsable de ce que je mange et de la manière dont je bouge. Et donc, si je veux changer mon alimentation et si je veux changer la manière dont je bouge, ça nous amène à la notion de volonté. Ai-je la volonté, le vouloir de changer mon activité physique et mon alimentation? Et on voit des personnes qui sont des personnes quand même, par exemple, un professeur de psychologie qui est renommé, Geoffrey Miller, qui, je crois, qui est de Stanford aux États-Unis, donc une université tout à fait réputée, qui met un tweet, il recherche des doctorants, mais il met, cher appliquant à un doctorat, si vous êtes obèse, si vous n'avez pas eu la volonté de ne pas manger des hydrates de carbone, vous n'aurez certainement pas la volonté de faire votre thèse. Donc, un professeur de psychologie, d'une université réputée américaine. Et puis, on peut regarder un éditorialiste français, qui est un éditorialiste français bien connu, qui est directeur de la rédaction de l'Express, que vous voyez régulièrement sur BFM TV, Christophe Barbier. Il s'est exprimé il y a quelques années, ça date un petit peu, mais je ne suis pas sûr qu'il ait changé beaucoup. En 2010, vous savez, Air France et différentes compagnies aériennes voulaient faire payer 2 sièges aux personnes qui ont une obésité. Et qu'est-ce qu'il dit, Christophe Barbier? Mais il dit c'est légitime de la part d'Air France de faire payer 2 places aux obèses qui ne parviennent pas à s'insérer dans un seul fauteuil de classe économique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a 2 sortes d'obèses. Il y a ceux qui ont un handicap génétique, qui sont donc des malades. Et puis il y a ceux qui sont responsables de leur poids. Ces derniers seraient gros en raison d'un manque de volonté, donnant lieu à des comportements alimentaires dérégulés, et il serait donc légitime qu'ils paient. Ben, il n'a peut-être pas tort. Si la cause c'est un déséquilibre de la balance énergétique et que c'est parce que je mange trop et que je ne bouge pas assez et que je n'ai pas la volonté de le changer, je n'ai qu'à payer pour les conséquences. Dans une société libérale individualiste, ça se défend tout à fait. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. Mais il me semble important de voir ce qu'est la volonté. Ça me semble extrêmement important parce que je suis persuadé que beaucoup de soignants ont cette équation dans la tête. Mange trop, bouge pas assez, prend du poids, de la volonté et mettre en place des modifications du mode de vie, mais ça nécessite un peu de volonté. Donc, je souhaite regarder un petit peu ce qu'est la volonté et je me suis appuyé, vous verrez au cours du topo, sur plusieurs philosophes. Je crois que les sciences ne peuvent pas nous aider, les sciences dures ne peuvent pas nous aider à répondre à tout et qu'il est important de faire appel aussi aux sciences humaines, par exemple la philosophie. Qu'est-ce que c'est la volonté selon Sartre? C'est décider aujourd'hui ce que je ferai demain et les jours suivants
et s'y tenir. Donc je décide aujourd'hui ce que je vais faire demain, ce que je vais faire après-demain, ce que je vais faire dans la durée. Et quand je veux changer mon alimentation, parce que j'ai un problème de poids, c'est pas qu'après-demain et le mois qui vient, c'est dans les années qui viennent. C'est pour le reste de ma vie. Ça sous-entend que ce que je veux aujourd'hui, c'est également ce que je voudrais demain, et les jours suivants. C'est ça d'avoir de la volonté, c'est prendre une décision, mais je me dis, la personne que je serai, que je ne suis pas encore, voudra la même chose l'année prochaine. Je m'engage à y réfléchir, et à faire acte de volonté pour quelque chose. Oh, si je décide que l'année prochaine, j'irai encore travailler, ce n'est pas une grande décision, ça ne fait pas preuve de volonté. C'est quelque chose que je vais modifier durablement sur un comportement quotidien. Et ceci, quelles que soient les nécessités. Je vous rappelle qu'une nécessité, c'est l'impossibilité pour une chose d'être autre que ce qu'elle n'est. Je vais rencontrer, nous rencontrons tous dans notre vie des nécessités, des choses que nous ne pouvons pas changer, auxquelles nous devons faire face et que nous devons par conséquent tolérer. Vous savez que Sartre a beaucoup travaillé sur la liberté, a beaucoup réfléchi sur la liberté. Il dit l'homme est libre. L'homme est libre à condition qu'il prenne en compte les nécessités. Je suis libre d'aller où je veux, mais si j'ai une falaise en face de moi, c'est pas que je ne suis pas libre d'aller tout droit. Je suis toujours libre, mais je dois prendre en compte cette nécessité qu'est la falaise et faire avec la falaise. Et puis il y a les contingences. La contingence, c'est la possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas. En particulier, je ne sais pas si dans les 3 mois qui viennent, j'aurai des invitations au restaurant, je ne sais pas si je vais me retrouver devant un buffet, je peux vous prendre la décision que je ne mangerai plus quelque chose, tant que je ne l'ai pas devant les yeux, mais est-ce que quand j'aurai cette chose devant les yeux, je serai capable de refaire de nouveau cette décision de ne pas la manger? Ça, c'est de la contingence. Ça. Alors la volonté, est-ce que c'est une histoire de raison? Est-ce que la raison, ou est-ce que c'est une histoire de passion? Alors je suis appuyé là encore sur un extrait de L'être et le néant de Sartre pour voir un petit peu cette volonté. Donc, quand je prends une décision que quelque chose va être possible, aujourd'hui, je me dis, demain je vais me comporter comme ça. Mais il n'y a rien qui m'oblige à obtenir cette conduite et à me conduire comme ça demain. Je ne suis pas aujourd'hui la personne que je serai demain. Et je suis encore moi aujourd'hui la personne que je serai dans 15 jours ou dans 1 an. Donc il n'y a rien de ce qui est actuel qui peut me dire exactement ce que je serai demain, même ce que je serai cet après-midi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc comment je peux prendre la décision aujourd'hui de tenir quelque chose dans la durée? Et Sartre prend l'exemple du joueur. Mais vous pouvez remplacer joueur par mangeur comme vous voulez. Donc le joueur, il décide librement et sincèrement de ne plus jouer. Et quand il s'approche du tablier, ou le mangeur, quand il s'approche du buffet, quand il s'approche des gâteaux, il voit soudain fondre toutes ses résolutions. Vous avez beau avoir pris toutes les résolutions que vous voulez, quand vous êtes devant ce qui vous attire, je vous rappelle qu'une passion, parce qu'on souvent on voit le terme passion ou passionné comme quelque chose de positif, dans passion, il y a passif. La passion, c'est ce qui vous gouverne passivement. Il est facile de faire une passion, puisque c'est quelque chose vers lequel on est attiré automatiquement. Je suis passionné de musique, j'aime faire de la musique, j'aime écouter de la musique, je ne me force pas. Donc ça, c'est extrêmement facile. Donc le jeu, ça peut être ma passion, manger, ça peut être ma passion, ça peut être ce qui m'attire passivement. Donc ce joueur, il ne veut pas jouer. Ou plutôt, il se rappelle qui il était la veille. Il se souvient que la veille, il a dit « je ne jouerai pas ». Celui qui décide de faire un régime, il se souvient qu'hier, il a dit devant le médecin, devant la diététicienne, je vais faire le régime. Il s'en souvient très bien. Mais il n'est plus la personne qui était hier. Mais il se souvient de cette personne qu'il était. Et alors, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Et l'angoisse, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas tenir une résolution qu'il a prise la veille. Donc quand quelqu'un s'engage fermement et dit je vais faire preuve de volonté, si c'est quelque chose qui va se faire dans la durée, c'est automatiquement générateur d'angoisse et donc d'émotions, et d'émotions négatives. Et derrière l'angoisse, il y a forcément la culpabilité. Je m'aperçois avec angoisse que rien ne m'empêche de jouer.
Quand j'ai un problème de poids, je m'aperçois avec angoisse que rien ne m'empêche de prendre un gâteau. Rien, absolument rien. Et cette angoisse, c'est moi, c'est moi-même. C'est l'opposition dans ma tête entre ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'ai décidé hier, et je sais très bien qu'il y a contradiction entre ces deux choses-là, et je ne suis pas zen face à ça. Je suis angoissé. C'est embêtant, je suis coupable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je crois, et nous le savons tous, mais on ne l'intègre pas, je crois, parce qu'on a été formé différemment. Nous savons que la prise de poids et que la gestion du poids n'est pas un problème simple. C'est un problème complexe qui fait intervenir des centaines de facteurs. Vous avez ici une modélisation qui est un petit peu ancienne d'un groupe de réflexion anglais. Toujours. Ah, c'est dans l'autre salle qu'on n'entend pas. Vous entendez ici? On sait qu'il y a des centaines de facteurs qui sont impliqués. Et bien sûr, il y a un déséquilibre de la balance énergétique. Mais le déséquilibre de la balance énergétique, il n'est pas la cause de la prise de poids. C'est un mécanisme intermédiaire. L'ensemble des facteurs qui interviennent dans la prise de poids vont entraîner un déséquilibre de la balance énergétique. Quand vous avez quelqu'un qui fait, je dirais, l'exemple qui fait du 2 roues de façon complètement imprudente, qui va à toute vitesse, qui ne met pas de casque, et qui a des accidents qui se cassent des membres, vous pouvez toujours lui mettre des plâtres à répétition. Mais si vous n'agissez pas sur la cause, ça n'ira pas. Donc bien sûr qu'il faut agir sur cette balance énergétique à un moment, mais on ne peut pas se limiter à ça, c'est beaucoup plus vaste. Et quand vous regardez les facteurs impliqués et que vous avez cette vision un peu plus large, vous vous apercevez que vous avez comme facteur impliqué la production alimentaire. Vous avez les influences sociétales. Vous avez l'environnement construit tel qu'il est pour permettre de l'activité physique plus ou moins. Et donc cette vision met beaucoup moins la responsabilité au niveau individuel. Quand vous prenez la globalité de la cause de la prise de poids et du déséquilibre de la balance énergétique, vous voyez que beaucoup de facteurs sont des facteurs sociétaux. Et donc que nous devons beaucoup moins avoir un focus sur une responsabilité individuelle, mais travailler avec les personnes que nous accompagnons sur cette conscience de l'influence sociétale et de voir comment on va pouvoir gérer ça. Alors l'émotion, qu'est-ce qu'une émotion? Je vous l'ai dit, l'émotion, c'est une réaction chaque fois qu'il y a une interaction de nos sens avec l'environnement. C'est-à-dire, l'être humain est émotion, puisque nous avons des interactions avec l'environnement en permanence par nos sens. Mais les émotions ne sont pas générées que par ça. Elles sont générées aussi par notre système nerveux qui est en lien avec nos différents organes. Et nous avons des ressentis conscients ou pas de nos organes. Regardez les liens entre le tube digestif et le cerveau. Regardez quand vous avez une petite dysfonction au niveau du tube digestif, vous le ressentez. Et regardez si vous ne créez pas de l'émotion, et c'est vrai pour d'autres organes. C'est vrai pour tous les organes. Alors étymologiquement, émotion, ça vient de motion et mouvement. Donc l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Et c'est qui vient de l'extérieur. Donc c'est justement cette interaction entre l'environnement et notre corps, et qui va créer en nous une mise en mouvement, qui va générer du mouvement. Selon Damasio, l'émotion, c'est la série des changements qui se produisent dans le corps et le cerveau. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai répété plusieurs fois. Je suis en interaction avec l'environnement, mon corps et mon cerveau changent, j'ai une conscience ou j'ai pas de conscience, mais ça, pour Damasio, c'est ce qu'il appelle l'émotion. Et le sentiment, pour Damasio, c'est la prise de conscience, c'est la perception de ces changements. Donc mon corps est toujours en train de varier, mon corps et mon cerveau sont toujours en train de varier, mais je n'en ai pas toujours conscience. C'est-à-dire je suis toujours en réaction émotionnelle, mais je n'ai pas forcément, à tout moment, de sentiments qui sont liés à cette émotion, du moins si on s'en tient à la définition de Damasio. Cette émotion, elle fait intervenir de façon successive tout un tas de processus avec un contrôle cognitif. On a un stimulus, la vue, l'ouïe, le toucher,
le goût, l'odorat. D'ailleurs, à cette occasion, je vous rappelle que quand nous mangeons, les 5 sens sont en jeu. Il n'y a pas beaucoup d'activités où nous avons les 5 sens qui sont en jeu. Et on en reparlera tout à l'heure, vous avez une autre activité, l'activité sexuelle, où vous avez les 5 sens qui sont en jeu. Il y a très peu d'activités. Et vous verrez, on reviendra sur le rapprochement des deux. Donc, si les 5 sens sont en jeu, c'est une activité fortement émotionnelle. Il y a même un de ces sens qui n'est lié qu'à l'alimentation. On a fait un sens pour l'alimentation. Donc ça souligne quand même bien l'importance de cette alimentation. Donc, on prend conscience de quelque chose, il y a un stimuli, on prête notre attention, il y a une attention qui est avec une réaction qui va être appétitive ou aversive. Il est rare qu'on soit complètement neutre. Bon, il y a des images auxquelles on est neutre, mais en général, quand quelque chose survient, d'inattendu en particulier, on a une réaction qui est soit aversive, soit appétitive, et on va avoir une réponse, cette réponse étant expérientielle, comportementale et physiologique. Et vous avez tout un tas de structures cérébrales qui sont impliquées. De nombreuses zones du cortex, vous n'avez pas une zone du cortex qui est la zone des sentiments et des émotions. Vous avez des zones corticales et vous avez le système limbique qui est un petit peu, je dirais, le lien, l'intermédiaire entre l'évolué, je dirais, le cortical et le cerveau primitif qui est le cerveau complètement automatique. Donc quand vous avez quelque chose qui arrive, eh bien vous avez stimulation de ce système limbique à différents niveaux et là, vous allez avoir des activations de récompense, des sensations d'alerte ou des représentations corporelles avec création d'émotions. Donc la création de l'émotion dans le cerveau est quelque chose d'extrêmement complexe et vous voyez que quand beaucoup d'artistes ont bien vu, on ne peut pas imaginer que cet artiste ne veut pas nous montrer le lien entre ce qui se passe au niveau cérébral et la vue d'aliments. Donc la réponse émotionnelle, c'est une expérience. Vous avez quelque chose qui vous vient de l'extérieur ou de vos organes, vous avez une expérience. Vous avez une réponse physiologique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, votre rythme cardiaque, vos pupilles, votre transpiration vont changer. Et derrière ça, vous avez une réponse qui est une réponse comportementale. Manger est un acte à forte valeur émotionnelle. Je vous dis, il y a même un sens qui est directement lié. Le goût, à quoi nous sert d'autre le goût qu'à évaluer et qu'à être en relation avec cet aliment qui nous vient de l'extérieur. D'ailleurs, petite question, c'est quelque chose que je fais souvent, donc certains m'ont déjà certainement entendu poser cette question. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez mangé? Vous vous souvenez quand est-ce que c'était? Essayez de vous replonger. Pour ceux pour qui l'arrivée à la lumière s'est bien passée. Comment ça s'est passé votre arrivée à la lumière? Et à l'air libre. Lumière, air libre. Les yeux n'avaient jamais vu de lumière. Vos poumons n'avaient jamais respiré d'air. À votre avis, c'était sympa à ce moment? Pour vous, quand vous êtes arrivé, c'est un moment sympa? La tête un petit peu. La lumière, l'air libre. Et le ventre, la personne qui avait le ventre d'où vous êtes sorti, c'était sympa? C'était un moment qui n'était toujours... Marie, je ne parle pas assez près du micro toujours? Ah mais je ne peux pas faire mieux, il faut que je l'avale autrement. Il faudrait que j'articule un peu plus. Elle a essayé de me le dire discrètement. Hein, mais, Donc, vous souvenez-vous de ce moment? Souffrance, air, lumière. Qu'a fait la personne du ventre où vous êtes sorti? Si tout s'est bien passé, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, elle vous a pris dans les bras. Elle vous a porté près du sein. Est-ce qu'elle s'est dit, ce pauvre petit ou cette pauvre petite doit avoir faim, je pense qu'il lui faut 114 kilocalories. Non,
C'était un moment d'émotion forte. Il y a eu quoi? D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Est-ce que vous savez ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé? Vous avez crié. Mais qui ne crierait pas dans des circonstances pareilles? Donc, elle a pris cette personne et elle a mis au sein. Et il y avait réconfort, il y avait émotion, il y avait réconfort du bébé, mais il y avait s'auto-réconforter. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans un lien très proche. Ma première fois et la première fois où j'ai mangé, quand tout s'est bien passé, il n'y avait pas plus fort moment émotionnel. L'alimentation, dès le premier instant à la lumière, est une relation d'émotion. Regardez la tête de ce bébé. En plus, à proximité d'une zone érotisée. C'est important. Chaude, qui a une odeur, qui a un goût. Donc tout est mélangé. Moment émotionnel extrêmement fort. Et moment de bonheur quand tout va bien. Qu'a fait cet enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé? Il a joué? Il a testé une relation d'autorité? Vous avez déjà eu l'expérience, vous arrivez avec la petite cuillère, puis boum. Une fois ça va, maman elle est zen. 2 fois elle rigole. 3 fois, et puis si ça dure, là ça devient insupportable. Donc tout au long de notre éducation, l'alimentation et relation d'émotion, relation d'autorité, relation d'éducation. Si vous voulez acheter l'amour d'un enfant, il n'y a pas une grand-mère qui ne sait pas qu'avec un bonbon, ça marche en cachette de maman. Il n'y a pas une grand-mère qui ne le sait pas. Donc on le sait que l'émotion, c'est important dans l'alimentation. Donc l'acte de manger n'est certainement pas un acte physiologique visant un équilibre nutritionnel. Ou plutôt, ça n'est pas que ça. La valeur plaisir, la valeur hédonisme est aussi importante que la valeur physiologique. Elle ne l'est pas plus, elle ne l'est pas moins. Mais dans nos approches, nous avons quand même souvent tendance à la mettre un petit peu derrière. Sans oublier tout le symbolisme et toute la culture qui va avec. Chaque société s'est organisée et a fait son groupe autour de la recherche de l'alimentation et de la prise alimentaire. Si vous remontez un petit peu dans l'évolution de l'homme, ça a été quoi sa principale préoccupation? C'est de rechercher l'alimentation. Toute la société s'est organisée autour de ça. Et quand vous aviez attrapé la bête, on s'organisait, et quand on a su faire du feu, on s'organisait autour d'un feu, on se rapprochait, on se rencontrait. Donc tout ça, c'est des éléments essentiels qu'on ne peut pas négliger et qui sont fortement empreints d'émotion. Donc manger fait partie, je ferai encore appel au philosophe avec Foucault, des appétits fondamentaux, au même titre que boire, générer. Donc pour Foucault, il y a 3 appétits fondamentaux qui sont manger, boire, générer, donc la sexualité. Tout ça, c'est ce qui est indispensable à la vie. Pour moi, j'en rajouterais 2 besoins essentiels de l'être humain. Bouger, dormir. Mais je crois qu'une fois que vous mangez, vous buvez, vous générez, vous dormez et vous bougez, vous avez tout l'essentiel de l'être humain. Et ces actes essentiels que sont manger et générer sont associés au plaisir. Donc c'est ça qu'il faut souligner. La nécessité de s'alimenter et d'assurer la survie individuelle est rappelée aux animaux par le plaisir naturel lié à la nourriture. Donc pour Foucault, tout ce qui est plaisir fondamental est associé au plaisir. Et donc dans nos prises en charge, le respect et l'inclusion du plaisir doivent être essentiels. On ne peut pas s'en passer. Donc Foucault dit ça, c'est un philosophe, mais quand vous regardez les études scientifiques, eh bien vous voyez que les circuits cérébraux activés par l'activité sexuelle et par l'alimentation
partagent beaucoup de circuits. Donc l'alimentation et l'activité sexuelle partagent beaucoup de circuits. Et même beaucoup de mécanismes. Avec l'augmentation du désir, puis l'arrivée d'une saturation et une diminution du désir. Qui diffèrent d'ailleurs entre les deux sexes, à la fois pour la sexualité, mais aussi pour le rapport à l'alimentation, qui n'est pas le même, et en tout cas dans la satisfaction qui peut en être tirée. Et vous savez très bien que les comportements masculins et féminins face à l'alimentation, face à une table, face à un repas, ne sont pas les mêmes. Et ça, ce n'est pas forcément que de l'éducation. D'ailleurs, quand vous regardez, vous faites de l'imagerie cérébrale, et donc vous mettez les personnes dans une IRM par exemple, et vous leur passez différentes photos, des photos qui sont plus ou moins neutres, enfin il y en a que des petits chiens, ça peut leur faire plaisir, et puis vous faites passer de l'alimentation, des photos qui évoquent des activités sexuelles, des photos qui évoquent des choses neutres. Eh bien, vous regardez que quand vous voyez que quand vous avez des images d'activité sexuelle ou des images de nourriture, vous activez une même zone au niveau cérébral qui est le noyau accumbens. Donc, alimentation et sexualité, plaisir, même zone d'activation cérébrale. Et puis, dans cette étude, il regarde l'intensité de l'activation en fonction des personnes de cette zone, soit quand elles voient des photos d'alimentation, soit quand elles voient des photos d'activité sexuelle. Et puis, dans les 6 mois qui suivent, elles regardent l'évolution pondérale. Et elles voient que chez les personnes qui ont plus activé cette zone, qui est une zone du plaisir, eh bien, elles ont un index de masse corporelle qui monte dans les 6 mois qui suivent. Et quand elles interrogent les personnes sur l'activité sexuelle solitaire, eh bien, elles voient que ceux qui ont une plus forte activation lors de la vision d'activité sexuelle ont une activité sexuelle solitaire plus intense. Ça veut dire que ces personnes qui activent plus, eh bien, finalement, ont plus le besoin de se tourner vers ces choses qui activent plus leur zone du plaisir. Qu'en est-il des sujets qui ont un excès de poids? Vous avez ici des imageries fonctionnelles cérébrales. Lorsque vous montrez des photos d'alimentation à des personnes contrôle ou à des personnes obèses. Les zones rouges sont les zones qui sont activées. Et dans ces zones rouges activées, il y a des zones du plaisir. Et vous voyez qu'entre les sujets contrôle, donc ça c'est des exemples, mais quand vous faites la moyenne, vous avez la même chose, les personnes obèses activent plus les zones du plaisir quand elles voient de l'alimentation que les personnes contrôle. Donc quelque chose, je dirais, de naturel va pousser les personnes avec une obésité à se diriger vers l'alimentation, puisque c'est une source de plaisir. Donc ça, c'est quand même important. Donc la prise alimentaire, elle fait intervenir l'hypothalamus, bien sûr, avec l'interaction d'un grand nombre d'hormones qui sont impliquées dans la régulation de la balance énergétique. Il y a bien une balance énergétique à équilibrer. Et on a bien des mécanismes hormonaux qui vont aller informer l'hypothalamus de l'état des stocks énergétiques et des besoins énergétiques de l'organisme. Donc tout ça s'intègre au niveau de l'hypothalamus. Mais cet hypothalamus, il n'est pas indépendant. Il va être en interaction avec le système limbique, avec le système de la récompense, mais aussi avec la mémoire. Parce qu'il y a tout un système d'apprentissage qui va être également extrêmement important. Et puis, il y a les zones corticales qui vont intervenir. Et donc, il y a un dialogue, ou plutôt un trilogue, alors en tout cas ça discute à 3, entre l'hypothalamus, le système limbique et notre système cortical. Donc, ce n'est pas plus l'hypothalamus que le système de récompense et de plaisir qui vont gouverner. Quand nous prenons en charge les personnes qui ont un excès de poids, nous devons bien l'avoir en tête. Il y a équivalence, ces deux carrés ont été mis à équivalence, ça n'est pas par hasard, entre tout ce qui est contrôle des émotions et contrôle de la régulation énergétique. Or, dans nos prises en charge, pour la plupart d'entre nous, peut-être pas s'il y a des psychologues, nous sommes beaucoup plus orientés sur le contrôle de la balance énergétique. Nous ne mettons pas à équivalence ces deux carrés. Et je pense que nous devrions. L'importance de la mémoire. Il y a quand même quelqu'un
on a bien parlé. Vous savez, donc, dans la recherche du temps perdu, la Madeleine. Qu'est-ce que c'est la Madeleine? Vous avez le narrateur qui se promène, il pleut, il rentre chez lui, sa mère le réconforte, elle lui sert un thé avec une Madeleine. Et puis d'un seul coup, le voilà qui se retrouve des années plus tard chez la tante Léonie, à Combray, à la sortie de l'église. Il a mis quelque chose dans sa bouche et des images, et Proust le décrit très bien. La mémoire, pour lui, c'est comme d'avoir un meuble et de stocker tout un tas de photos, et d'un seul coup, vous tirez une photo, vous la regardez, vous ne savez même pas pourquoi. C'est un peu comme ça que ça marche, la mémoire. Vous retrouvez, et hop, vous tirez une photo, et voilà que ça active. Et quand vous s'active la mémoire et que vous avez une photo dans la tête, puisque c'est des images qui vous viennent, la mémoire, vous savez qu'on est tout le temps en train de créer des histoires, hein, réfléchissez. Il n'y a pas un seul moment où votre cerveau est au repos. Si vous ne faites rien, vous avez des images qui vous viennent en tête, avec des sous-titres, puisque nous avons le langage. Vous sous-titrez les images qui vous viennent dans la tête. Et donc, quand vous mettez un aliment dans la bouche, il se peut très bien que de façon tout à fait involontaire, vous vous retrouviez plongé quelque part avec une histoire que vous racontez. Nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres qui pleurons, et nous sommes des êtres qui racontons des histoires. Nous faisons des histoires, nous fabriquons des histoires en permanence. Je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train de faire des histoires dans leur tête. Et puis alors, toute cette activation, le pire, c'est que le gras, ça fait du bien là où ça fait mal. Et ça, c'est démontré. Lorsque vous n'avez pas le moral, vous avez des modifications neuro-hormonales. Vous avez même une diminution des acides gras circulant dans la circulation. Et quand vous mangez du gras, vous réactivez toutes les zones du plaisir. Alors c'est marrant parce que quand j'étais en train de préparer ce topo, j'étais chez moi, et puis je dis jamais ce que je fais chez moi, donc les gens ne savent pas, mais ma fille me dit tiens, je ne mange pas là ce soir. Je lui dis tiens, où est-ce que tu manges? Elle me dit oh, je sais pas, mais on va certainement aller manger un truc gras parce que je vais avec ma copine qui n'a pas le moral, et à chaque fois qu'elle n'a pas le moral, on va manger gras. Et j'étais en train de parler ça. Donc, il faut voir, tout ça c'est de la spontanéité. C'est notre relation émotionnelle. Manger gras soulage nos émotions négatives. Donc on peut toujours aller culpabiliser la personne et la responsabiliser qu'elle n'a pas de volonté, mais si elle n'est pas bien dans sa peau, elle est attirée à manger gras. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut raisonner tout ça? Est-ce qu'on peut quand même faire preuve d'un petit peu de volonté? Est-ce que la raison peut l'emporter sur les passions? Est-ce que quand on est attiré par quelque chose, quand notre physiologie, nos hormones nous entraînent vers quelque chose, malgré nous, est-ce qu'on pense comme Descartes qu'une âme bien conduite peut acquérir un pouvoir absolu sur les passions? Et je vous rappelle que nous sommes dans le pays de Descartes, que nous sommes très cartésiens. C'est important, je pense, dans la manière dont nous approchons les choses. Nous avons, en Occident et en France en particulier, cette idée qu'on peut se raisonner et contrôler le corps par la raison. Ou alors est-ce qu'on pense, comme Spinoza, que l'homme n'est pas un empire dans un empire? Et qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça? C'est que l'homme, il fait partie d'un tout. Il n'est qu'un élément dans un tout, il n'est pas isolé. Et que ce tout va conditionner son comportement. Donc deux visions opposées. Descartes dit, mais oui, bien sûr qu'on peut prendre le contrôle. Et Spinoza dit, mais non, vous faites partie d'un tout. Et donc, faisant partie d'un tout, vous n'êtes pas complètement libre. Donc il dit, l'homme est un îlot de liberté dans un océan de nécessité. C'est-à-dire que vous avez tout un tas d'impondérables, et là-dedans vous avez une petite liberté, mais vous ne faites pas ce que vous voulez. Et surtout que notre environnement est construit pour nous piéger. Vous êtes en permanence, nous sommes en permanence soumis à la tentation. Moi c'est pareil, ça on va certainement retourner dire, mais moi je suis passé, quand je vais au cinéma, je n'aime pas aller au multiplex. Donc j'ai passé des années sans aller au multiplex. Et puis je me prends dans un multiplex, je prends un ticket de cinéma, et la caissière me dit, vous voulez des pop-corn? Je dis non, je veux un ticket de cinéma. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la logique de vous proposer des pop-corn quand vous voulez voir du cinéma?
La logique, c'est que quand tout le monde sait que quand vous êtes dans un écran, en tout cas les publicitaires savent que quand vous êtes dans un écran, vous pouvez bouffer n'importe quoi dans n'importe quelle quantité. D'ailleurs, vous ne trouverez pas de paquet, et ça aussi, vous avez certainement entendu le dire, achetez un paquet comme ça, rentrez chez vous, éteignez la télévision, mettez-vous tranquille, assis à table, dans votre cuisine, dans votre salle à manger, et mangez le putain de popcorn. Non, pas possible, bien qu'au cinéma, vous pouvez faire ça. La productivité, le stress, il faut toujours gagner plus, y aller, hop, au travail, on se le plus le temps de manger, on a à manger partout, on vous vend l'activité physique qu'on pourrait faire naturellement, la télévision, la publicité, donc notre environnement est construit pour vous manger. Le temps, c'est de l'argent, donc on l'a déjà vu. Il faut travailler plus pour gagner plus de burn-out, d'eczéma, de poids, de colite, de cancer, et tout ça. Allez-y, travaillez. Et puis, nous ne sommes jamais dans l'instant présent. Vous êtes au travail, je ne sais pas si on voit bien, et vous pensez à votre petit loisir que vous allez avoir en sortant du travail. Vous êtes à vos loisirs, et puis vous vous dites ce soir, ça y est. Et puis ce soir, ben vous êtes au lit, mais vous avez le boulot en tête. D'ailleurs, c'est pas top, hein. Enfin, chez les femmes, ça se voit pas forcément, mais chez l'homme, c'est pas top. Donc, nous avons un environnement qui est construit pour nous piéger. Alors, est-ce que c'est la raison qui l'emporte, ou est-ce que c'est la passion, est-ce que c'est Descartes, ou est-ce que c'est Spinoza? Les publicitaires ont zéro hésitation. Et je pense que nous devrions prendre modèle sur eux. Nous croyons, nous, professionnels de santé, c'est qu'en raisonnant les personnes sur la santé, nous allons les aider à modifier leur comportement. Mais non, tant que nous ne jouerons pas sur les émotions, nous ne modifierons pas leur comportement. Regardez, ça, c'est une publication dans un journal de marketing. Qu'est-ce qui conditionne le succès d'une campagne de marketing? Plus les émotions dominent sur le message rationnel, plus l'effet sur le business est important. Les publicités les plus efficaces sont celles avec le moins de messages rationnels. Cette publication, c'est étudié. Il n'y a pas que les journaux scientifiques qui sont importants. Et nous raisonnons. Nous raisonnons face aux personnes que nous accompagnons en leur expliquant pourquoi c'est bien de faire ça. Et puis elles se trouvent devant un message publicitaire. Regardez comme ils savent bien les messages publicitaires. C'est une publicité, pourquoi? Knorr. On se fout du produit. On s'en fout. Vous avez vu qu'il y a une larme. Il y a une larme. C'est pas hasard, hein, les publicitaires n'ont pas mis la larme par hasard. Hein. Et là, on vend quoi? Pour chaque au revoir, il y a des retrouvailles inoubliables. Moi, je vous dis, les publicitaires sont meilleurs que nous. Et puis, on nourrit l'âme. Alors là, on voit le produit, mais le produit ne nourrit pas le corps, il nourrit l'âme. Donc, les publicitaires sont excellents. Est-ce qu'on peut faire quelque chose face à tout ça? Finalement, si c'est la passion qui l'emporte sur la raison, si c'est Spinoza qui a raison sur Descartes, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut assurer un minimum de contrôle? La question, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de changer l'environnement. Mais est-ce qu'on peut changer la manière dont nous interagissons avec l'environnement? La question, c'est comment ne pas être ce que l'environnement fait de nous, mais ce que nous acceptons que l'environnement fasse de nous. Ne croyons pas que nous pouvons être libres face à cet environnement. Ne croyons pas que nous puissions être indépendants. Nous ne le pouvons pas. Par contre, nous pouvons prendre conscience de cette action de l'environnement et cette prise de conscience va nous aider à améliorer notre interaction avec l'environnement, c'est du moins ma possibilité. C'est en connaissant les causes, toujours Spinoza, c'est en connaissant les causes de mes actions que je peux y conformer ma liberté et vouloir vivre selon les lois de la nature. Vous n'avez pas le choix, nous vivrons selon les lois de la nature. Mais en regardant comment la nature nous dirige, en regardant comment notre environnement nous dirige, nous pouvons modifier notre comportement. Manger, quand ça déraille, je dirais, quand ça conduit à la prise de poids, il y a en gros 4 causes. Émotionnalité, externalité, on est sensible à cela, la restriction cognitive, je me contrôle trop, et la désinhibition, je craque. Ces 4 causes, pour moi, principales ou seules causes
de dérèglement de la prise alimentaire avec prise de poids ne sont qu'émotions. Bien sûr, l'alimentation émotionnelle, c'est une évidence, j'ai pas le moral, je mange gras, on l'a vu. Mais même l'externalité, c'est une émotion, c'est une vision. La vision me crée une émotion, cette émotion me conduit à manger. Il faut que nous expliquions, il faut que nous en parlions avec les personnes. La restriction cognitive, c'est le refus de l'émotion. C'est Donald Trump qui bloque tout. L'alimentation me crée une émotion, j'ai envie de la prendre, et ma tête dit non. Et ça ne tient pas dans la durée. Ça conduit à la désinhibition. La désinhibition est aussi émotion. Je suis nul, je n'y arrive pas, je me lâche, je reprendrai demain. Donc toute la perturbation de notre relation à l'alimentation est une perturbation émotionnelle pour moi. Et c'est extrêmement important d'en discuter avec les personnes. Notre approche habituelle, c'est du contrôle extrinsèque. C'est de conformer le comportement, alimentation et activité physique, à des règles imposées par l'extérieur. Même si vous le dites gentiment, même si vous essayez de faire de l'éducation thérapeutique, vous n'avez rien à y faire. C'est vous qui dictez des règles. C'est nous qui dictons des règles. La personne n'est pas autonome, elle n'est pas actrice de sa prise en charge. Par contre, elle est responsable de sa mise en œuvre. Et s'il y a échec, elle en est responsable. Et son estime de soi chute. Donc il faut essayer de favoriser l'autonomie, la compétence et l'affiliation. L'important, je l'ai dit, c'est la prise de conscience. De vraiment montrer aux personnes comment elles interagissent avec l'environnement, avec leur alimentation. Et de travailler sur leurs désirs et leurs valeurs. S'il n'y a pas de valeurs, on ne peut pas changer le comportement. Il faut que le comportement que je décide de changer s'intègre dans mes valeurs. C'est parce que j'ai des valeurs et c'est parce que je veux que mon comportement m'aide à aller vers ces valeurs que je vais changer mon comportement. Donc il y a une prise de conscience de mon fonctionnement. La manière dont je fonctionne m'éloigne de ce qui est important pour moi. Et si je change, ça va plus dans le sens de ce qui est important pour moi. Je m'étendrai pas. Et donc, dans cette reprise de contrôle, vous aurez un atelier cet après-midi, enfin l'atelier où il y a du monde, donc ça sera pas un atelier, mais en tout cas on en parlera. C'est de prendre conscience, et donc je pense que la pleine conscience peut aider, pas tout le monde, il n'y a aucune méthode pour tout le monde, un certain nombre de personnes, à mieux porter leur attention sur la manière dont elles s'agissent, de connaître les causes de ces actions et d'arrêter d'être en pilotage automatique. Beaucoup de personnes sont en pilotage automatique. Je mange parce qu'il y a à manger, je n'y réfléchis même pas. Il y a tout un tas de choses qu'on fait en pilotage. Et il est démontré par des publications scientifiques que la pleine conscience réduit la vulnérabilité émotionnelle, la variabilité émotionnelle. Or, les personnes qui ont un problème de poids ont, je l'ai dit, à mon sens, toujours une relation émotionnelle-alimentation. Et donc de réduire cette variabilité émotionnelle permet certainement de mieux se resituer. Je n'ai pas dit que c'était le miracle. Y compris en expérience très courte. Vous avez ici deux groupes, un groupe contrôle, alors du coup j'ai du mal à retrouver ce que je voulais vous montrer, où on montre des photos et on regarde l'activation au niveau de l'amygdale, donc du système limbique, donc des zones du plaisir. Avec des personnes qui sont en position contrôle, à qui on ne fait rien, avec des photos qu'on montre, qui sont soit des photos neutres, soit des photos d'alimentation. Des personnes à qui on ne fait rien, oui, effectivement, et des personnes à qui, sur un temps court, juste pendant qu'elles sont dans l'IRM, on leur demande de se centrer, de centrer leur alimentation et de rester bien conscient de ce qui se passe et de bien prendre conscience de ce qui se passe. Les personnes du groupe contrôle ont une activation importante au niveau de l'amygdale et les personnes qui font du mindfulness sur un temps très court, elles ne sont pas entraînées, arrivent à contrôler cette réaction émotionnelle. Donc, y compris sur un temps extrêmement court. C'est Antoine Lutz, qui est quelqu'un de Lyon, qui travaille énormément sur la pleine conscience et sur tout ce qui se passe au niveau neurologique. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, je ne détaillerai pas, mais moi, je pense qu'il y a des techniques, effectivement, de faire identifier aux personnes ce qui est important pour elles est extrêmement important identifier leurs valeurs et bien intégrer les actions. Quand vous dites à quelqu'un de se restreindre et d'aller un peu contre, par exemple, vous dites à quelqu'un il ne faut pas manger de pain au chocolat, n'y pensez pas. Mais à partir du moment où vous dites il ne faut pas que je mange de pain au chocolat, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Mais vous êtes obligé d'avoir le concept de pain au chocolat dans la tête. Et plus vous allez vous dire il ne faut pas que j'en mange, et bien plus vous laissez l'opportunité de penser au pain au chocolat.
Et donc, la seule possibilité d'agir, c'est au contraire de prendre conscience et de vous dire « j'ai envie de pain au chocolat ». Et pas « il ne faut pas que je mange de pain au chocolat ». J'ai envie, qu'est-ce que je fais de cette envie? Donc je crois que je suis un petit peu long, donc je vais accélérer. Mais le problème, c'est avons-nous tous des valeurs? Alors ça, je tiens quand même à le dire, parce que, en tout cas pour les médecins, ce qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais les médecins, nous sommes aux 3/4 dans un monde privilégié, socialement. Pas forcément surtout, mais au moins socialement. Ce qui veut dire que quand nous voulons aller quelque part, nous voyons clair dans la vie. Si nous faisons l'ascension de l'Everest, si nous sommes là, nous faisons l'étape, nous voyons, nous pouvons soit faire demi-tour, soit continuer. C'est notre choix, nous sommes libres. Mais nous accompagnons, pour les personnes qui sont en obésité, des personnes qui sont de niveaux sociaux défavorisés, avec beaucoup de problèmes. Et si vous êtes au même endroit, mais que la météo est comme ça, et vous demandez aux gens est-ce que vous voulez avancer ou est-ce que vous voulez faire demi-tour, comment vous voulez qu'ils répondent? Et donc, quand ils ne voient pas clair, mais pensez que si rien n'est important, il y a peut-être une dépression à traiter en premier. Donc je conclurai sur le fait que les émotions tiennent une place centrale dans le déterminisme des prises alimentaires, en tout cas selon moi, que quand on fait, terme que je n'ai pas beaucoup pour l'être humain, mais qu'en tout cas quand on fait un phénotypage des obésités, le phénotypage émotionnel, comment la personne est sur le professionnel, comment elle se comporte là-dessus, est pour moi essentiel. La gestion des émotions doit faire partie intégrante de la prise en charge, et ce n'est pas numéro 1 alimentation, numéro 2 activité physique, numéro 3 émotion, c'est un tout. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en charge l'activité physique et la nutrition, mais c'est un tout. Et nous manquons tous de formation dans ce domaine. Et enfin, je terminerai sur qu'il n'y a pas une obésité, mais des obésités. Il n'y a pas une prise en charge des obésités, mais des prises en charge personnalisées des personnes qui vivent avec une obésité. Je vous remercie. Donc, il nous reste du temps pour les questions. Donc, il nous reste du temps pour les questions, s'il y a des questions. Oui, voilà. Patrick. Écoute, merci Antoine. Je pense que je ne suis pas le seul à te remercier de ton exposé, parce que je pensais que c'était l'exposé d'un professeur de sciences dures, et puis en fait, c'est un professeur de sciences humaines. Je pensais que le bac philo... Sciences molles, tu veux dire. Je pensais que le bac philo, c'était aujourd'hui, mais j'ai regardé, c'est lundi. Mais bon, ton exposé est plein d'humanité. Je pense que ça nous fait voir un problème qui nous préoccupe tous au quotidien, là, d'une façon non stigmatisante. Et je pense que ce genre d'exposé devrait être diffusé aussi au grand public, pas simplement aux professionnels, mais je pense que il y a des partisans de ce que tu as exposé, mais il y a beaucoup de personnes qui restent, comme tu l'as dit initialement, avec la vision énergétique pure et dure, hein, et qu'à travers toutes les réflexions que tu nous as amenées, du simple au complexe, hein, tu n'as pas cité Edgar Morin, mais c'est le chantre un petit peu de cette pensée complexe. Je pense que tu nous as redonné un peu espoir dans notre humanité et dans nos capacités d'agir un peu différemment. Tu sais que je suis assez impliqué dans la chirurgie de l'obésité, mais un peu comme toi, on sait très bien qu'il y a des choses avant, il y a beaucoup de choses avant, on n'a pas encore les outils pleinement, mais là conceptuellement, tu nous as ouvert beaucoup de choses et je te félicite sur cette vision non stigmatisante de ce problème d'obésité que j'ai clairement apprécié. Merci. Merci à toi de ton commentaire. Je crois qu'il n'y a pas opposition avec la chirurgie de l'obésité et que, y compris les personnes qui vont vers la chirurgie, on le sait, c'est le meilleur moyen d'améliorer le poids, mais il reste tout un tas de problèmes derrière. Et donc elle nécessite aussi cette évaluation émotionnelle et cet accompagnement. Je crois qu'il n'y a pas du tout d'opposition. Je vais finir par avoir la voix qui déraille, là. Merci, c'était vraiment génial, délicieux. Et je voulais revenir sur les premières images qui parlaient de la notion de, finalement, qu'on les rendait responsables.
quand vous parliez d'Air France, etc., qu'ils étaient comme responsables de leur problème de poids, donc ils n'avaient qu'à payer. Cette notion de mot responsabilité, moi, je trouve qu'elle est mal utilisée. Elle est toujours comme culpabilisante. Or là, quand vous parlez du contrôle intrinsèque, qui fait récupérer l'autonomie de la personne, quelque part, c'est justement les rendre responsables, donc libres de faire les choses qu'ils veulent. Vous voyez, dans cette notion de responsabilité, je trouve que c'est intéressant d'amener ça avec la personne, que en fait, elles peuvent agir. Et non pas c'est nous qui leur donnons la prescription et elles dépendent de nous. Voilà, c'était juste cette remarque, mais c'est tout à fait judicieux de l'avoir utilisé au départ, parce que c'est comme ça que c'est perçu. Voilà, c'était juste ça. Après, on rentrerait dans des débats philosophiques qui pourraient prendre longtemps sur ce que c'est la responsabilité et la liberté. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'elles doivent agir. Nous agissons ensemble. Oui, mais n'empêche que ce sont elles qui vont être face à leurs émotions et qui vont commencer à accepter de les regarder, à accepter de les ressentir et voir ce qu'elles font de leur envie, justement. Vous voyez, donc c'est cette notion de elles peuvent avoir des moyens d'agir. On est avec elles, bien sûr, on les soutient au début, oui. Elles peuvent avoir des moyens d'agir, je peux avoir des moyens d'agir, nous pouvons avoir des moyens d'agir. Oui, donc on ne parle pas d'action, alors. Hein? Chacun à sa place, et agir ensemble est souvent plus efficace. Oui, oui, ce n'est pas opposé du tout. Non, 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 non. Pas d'autres questions? Oui. Bonjour. Est-ce qu'il y a des peuples culturellement plus à même à être obèses? Est-ce qu'il y a des cultures? Parce que vous avez parlé de culture et des problèmes d'obésité. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus d'obèses. En Asie, on a l'impression qu'il y en a un peu moins. Est-ce qu'il y a, bon, c'est pas uniquement, oui, enfin, c'est peut-être pas vrai. Mais non, mais est-ce qu'il y a une histoire de culture qui peut agir? Mais quand vous regardez si vous regardez de façon traditionnelle, il n'y a pas de culture traditionnelle avec une obésité épidémique. Dans les cultures traditionnelles, les dominants ou le dominant est plus gras que les autres. C'est un symbole de domination. Dans la société actuelle, c'est ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. Dès que vous avez une transition nutritionnelle, et au contraire, les pays qui ont une transition nutritionnelle et donc souvent économique rapide, hein, donc beaucoup de pays d'Asie, tout le Maghreb, toute la péninsule arabe, est inondée d'obésité et de diabète. C'est la McDonaldisation ultra rapide. C'est-à-dire que nous avons changé... Quand est-ce qu'on a changé notre alimentation? En fait, vous regardez, la communauté européenne, vous savez, était une communauté agricole. Après la Seconde Guerre mondiale, une réflexion tout à fait louable de dire il va falloir nourrir tout le monde. Et donc là, il y a des politiques qui se sont mises en place de façon tout à fait bénéfique. Donc depuis 1945 jusqu'à, depuis 15 ans avant, nous avons eu une transition dans les pays occidentaux. Mais quand vous regardez le Maroc ou le pays du Maghreb, en 10-15 ans, ils ont eu ce qui nous est arrivé en 60-70 ans. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'adaptation possible. Et donc ils se survivent. Donc culturellement, alors je ne suis pas anthropologue, je ne connais pas toutes les cultures, mais quand vous regardez les grandes cultures, vous n'avez pas d'obésité de masse. Il n'y a que la mondialisation et la McDonaldisation, je dirais, qui entraînent ça. Alors attention, parce que je culpabilise McDonald's, il n'y a pas que McDonald's, hein, c'est les changements de rythme de travail, c'est les changements de sommeil, c'est la productivité, c'est tout un tas de choses. On n'est pas soutenu par McDonald's aujourd'hui. Oui? Il y a une question. Attends, est-ce que déjà moi on ne m'entend pas, surtout qu'il y a une salle à côté, donc déjà on ne m'entend pas avec le micro, alors je pense que... Bon, merci pour l'exposition. Tu parles de gras qui soulage nos émotions négatives. C'est parce que c'est la définition de l'obèse, ou bien le sucre aussi soulage les émotions négatives? Il y a plus de publications sur le gras, et après je pense qu'il y a des différences de réponses interindividuelles. Non, il y a des études aussi sur le sucre. Mais le gras est beaucoup plus connu comme soulageant les émotions négatives.
D'accord. C'est pas ce que les patients nous disent. Hein? C'est pas ce que les patients disent. Ben, je te dis, moi, c'était pas patient, c'était pendant que j'étais en train de préparer, ça m'est venu spontanément en exemple. Hein. Okay. On va manger gras parce que ma copine, elle n'a pas le moral. Après, je ne sais pas si au niveau du CSO, il y a beaucoup de psychologues qui s'occupent de la problématique archaïque, donc de la naissance et de l'approche alimentaire à la naissance. Que ce serait vraiment un secteur peut-être à ouvrir à ce niveau-là. Oui, mais comme je le disais, pour moi, c'est un moment d'émotion avant tout, avant d'être un problème d'alimentation. Oui. Donc, je parle de psychologues s'occupant de problèmes archaïques. Voilà. Donc, à la base, il faudrait vraiment qu'il y ait des prises en charge multidisciplinaires, effectivement, où on inclut vraiment les psychos. Il y a Claire Jandel, pédiatre, qui a une réponse, je crois. On a des psychologues au niveau des unités de néonatologie et des prémas qui s'occupent de l'installation de l'oralité. Antoine a évoqué ces enfants qui bypassaient la naissance ou qui avaient des naissances houleuses pour lesquelles il n'y avait pas forcément de mise en place tout à fait chronologique des événements et qui posent après d'énormes problèmes à la fois de difficultés alimentaires mais qui pourront se traduire ultérieurement par des problématiques à l'inverse d'obésité, on le sait bien, hein, tous ces enfants qui mangent très mal au début finissent à l'adolescence plus tard à avoir des troubles d'une autre nature. Voilà, oui, il y a ça, mais très précocement, après plus tard non. C'est vrai que les émotions, nous, je pense que dans nos programmes, entre guillemets, ou dans nos propositions de prise en soin, on est tout à fait aussi inadaptés ou insuffisants, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont formées à ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est important à considérer, plus qu'effectivement les rations énergétiques dont on rebat les oreilles des enfants, puisque pour ce qui nous concerne, c'est les enfants, qui connaissent par cœur finalement, mais qui n'appliquent pas. Pour ce qui concerne la question sur le gras, nous on travaille beaucoup plutôt avec le sucre dans la réassurance, en témoignent les petites pipettes de sucre que l'on fait téter aux tout petits au moment des prises de sang, pour les réassurer, etc. Donc c'est certainement pour des raisons pratiques aussi qu'on utilise le sucre. Mais voilà, donc il y a aussi certainement ces systèmes par rapport au sucre qui sont importants. Je pense que les deux ne doivent pas activer les mêmes voies nécessairement et qu'on n'agit pas sur les mêmes choses. Le sucre a une action émotionnelle, hein, c'est pas une évidence. Hein. Comme je disais tout à l'heure, les grands-mères le savent bien. Hein. Elles ne donnent pas un bout de gras en général. Hein. Elles donnent un bout de sucre. Donc je pense qu'on agit sur des voies différentes. Et alors, notion que j'ai, mais je n'ai pas vu rapidement, par exemple, parce que je pensais à ce que disait Claire, sur la gestion de la douleur, je pense que le sucre va être plus efficace que le gras. Ouais. Alors, un bon gras sucré, c'est bien. Hein. Pas d'autres questions? Merci. Oui. Merci.